Donc, je m'appelle William, je suis anglo-américain, mais ça fait presque 30 ans que je vis en France. Je suis dev depuis tout petit, je suis agiliste depuis longtemps aussi, et ça fait presque 8 ans que je fais du coaching accessoirement agile, mais aussi DevOps, produit un peu plus récemment, etc. Et en ces 8 ans, j'en ai pu faire des erreurs. Donc j'aimerais bien aujourd'hui vous partager une erreur, et voir un peu comment est-ce qu'on peut se positionner par rapport à ça, qu'est-ce que j'ai pu apprendre en faisant cette erreur-là. Alors pour vous montrer un peu plus la problématique, je vous invite à regarder cette planche de Calvin et Hobbes. Calvin et Hobbes, une BD que j'affectionne particulièrement, où nous avons la maman qui dit « Oh, mon Dieu, que tu es sale, file dans la baignoire !» Bon, petit Calvin, il va dans la baignoire, puis il dit bah, « J'obéis à la lettre, hein, et je la prends au mot. Je suis dans la baignoire. J'ai respecté la consigne. » Et puis là, la maman, au bout d'un petit moment, elle se dit, mais il y a un truc qui se passe bizarrement. Non, mais je veux entendre de l'eau couler, hein. Oh zut. Est-ce que ça fait un peu écho à des choses que vous avez déjà vécues avec l'agilité? Il y a de la conviction, c'est super. Non, mais c'est bien que ça fasse réagir. De l'agilité où en fait, voilà, on a appliqué la consigne. On a dit la consigne, on a dit par exemple, les daily c'est un quart d'heure, ça se fait debout ou pas, on répond à différentes questions, on pose le format, et puis on revient 3 mois plus tard, et oui, ils le font, mais ça n'a pas l'air si agile que ça, hein. Personne ne s'écoute, voilà. Est-ce que c'est des choses qui font un peu écho à du vécu? Ok, ouais, un peu. Et à votre avis, c'est quoi le problème? Merci beaucoup pour ça. Il y en a d'autres? On n'a pas mis le sens derrière. On n'a pas mis le sens. Est-ce qu'il y a d'autres réflexions que vous avez eues face à ce genre de situation? Oui? Orienté solution au lieu d'être orienté problème. On était orienté solution plus que orienté problème. Une forme de désengagement. Il y a un désengagement de l'équipe, c'est ça? Oui, intellectuel. Désengagement intellectuel. C'est-à-dire ils n'ont pas voulu aller découvrir plus sur le... Déjà d'aller chercher les causes, ouais, ou de dire je fais ce qu'on me demande. Une démission intellectuelle. Ah oui, une démission intellectuelle, c'est voilà, j'applique ce qu'on me dit et puis j'essaie pas de réfléchir plus que ça. Oui? Par rapport au sens des mots, parce qu'on peut avoir une interprétation différente et une vision différente. Ouais, il y avait peut-être pas, on n'a peut-être pas compris la même chose. Moi, j'ai utilisé certains termes. Enfin, la personne qui a inculqué ça a utilisé certains termes et l'équipe n'a pas compris ça tout à fait de la même manière, quoi. Oui. Par exemple, si vous racontez une histoire sur vos gosses ici en France, là, on comprend une chose. Vous racontez la même histoire au Québec, est-ce qu'on va comprendre exactement les mêmes choses? Ok? Donc, l'agilité, appliquée au pied de la lettre, mais vide de sens. Qu'est-ce qui manque? Eh ben, il y en a beaucoup comme moi qui ont proposé cette idée de mindset. Il manque quelque chose, il manque un peu cet état d'esprit en fait. Et moi, il y a quelques années, lors d'une interview, j'ai raconté ce genre de choses. Même dans des formations, je leur rabâchais avant tout, voilà, je vous montre plein de trucs, je vous montre plein de concepts et tout, mais avant tout, retenez une chose, c'est que l'agilité, c'est un mindset. Alors, ça me turlupinait un petit peu de juste dire ça. Je me suis dit, il faut étayer un petit peu plus quand même. Donc, j'ai proposé ce truc-là. L'agilité est un état d'esprit qui cherche à résoudre de façon pragmatique les vrais problèmes qui s'opposent à la production de valeur pour le client. Et puis, j'ai laissé ça un petit peu en disant, faites-moi des retours, critiquez-moi, parce que bon, c'était un peu mon premier jet. Je suis pas sûr d'avoir raison du premier coup, hein. Bon, j'ai eu peu d'interactions. J'ai eu quelques quand j'ai raconté cette histoire un peu plus tard, j'ai eu quelques retours sur « Ah oui, mais est-ce que c'est toujours pour le client? Est-ce qu'il n'y a pas le business aussi là-dedans? Est-ce que… » Voilà, peut-être peaufiner un petit peu, mais sinon, j'ai eu relativement peu de retours. Alors, aujourd'hui, je considère que c'est plutôt une erreur, ce que j'ai fait là. Et ce que j'aimerais vous faire réfléchir, c'est pourquoi ce serait une erreur de penser que l'agilité, de définir en fait l'agilité comme étant un mindset. Quelles sont les conséquences en fait qui vont aller derrière ça et pourquoi en fait ça induit en erreur les gens. Et après, qu'est-ce qu'on peut peut-être faire à la place? Donc c'est quoi? Déjà, il y a qu'est-ce qu'on peut faire à la place? C'est on a observé
ces situations où l'agilité n'avait pas de sens, était vide de sens. Mais alors, c'est quoi alors le problème? Si c'est pas le mindset, c'est quoi le problème? Et puis après, ben, si on ne peut pas définir l'agilité comme étant un état d'esprit, ben, qu'est-ce qu'on peut donner comme définition à la place? Donc, on va commencer par pourquoi ces problèmes d'agilité vide de sens, ce n'est pas une histoire d'état d'esprit. Alors déjà, j'ai étayé dans un article pas mal de raisons différentes. Je vais en passer 3, 4, je crois. Mais il y en a plein d'autres. Un premier problème, c'est que déjà, si on se cantonne uniquement à dire l'agilité, c'est un mindset, bah, en fait, on n'a pas dit grand-chose. On a dit, bon, c'est une histoire de cerveau. Mais quoi? C'est quel mindset? Bon, moi, j'ai déjà essayé de proposer une suite, mais j'ai quand même vu peu de personnes essayer d'étayer ce que c'était ce mindset. J'en ai vu depuis quelques propositions. Il y en a qui se basent sur le manifeste agile, il y en a qui se basent sur d'autres théories, d'autres modèles, mais il y en a peu quand même qui essayent d'étayer c'est quel mindset. Un autre problème, c'est que vu qu'on n'arrive pas trop bien à définir de quoi on parle, bah en fait ça devient presque un club où c'est moi l'agiliste, c'est moi qui sais, et moi je sais identifier qui sont les bons. Donc bah voilà, je fais mon tour du lycée et je dis ouais, toi c'est top, t'es super bien habillé, t'es super agile toi. Et toi, c'est un peu has-been, hein. C'est un peu la dernière mode. Et puis le mercredi, on porte du rose, hein. Ça c'est hyper important. Et puis on passe notre journée aussi à écrire dans un livre toutes les conneries que les autres font, les trucs. Ah, ça c'était pas agile, ça. Oh là là. Ça devient pas si inclusif que ça. Alors est-ce qu'on veut une agilité inclusive ou pas? Si on n'arrive pas super bien à circonscrire ce que c'est que l'agilité, et qu'on l'impose un petit peu comme un club de bah, moi je suis dedans, donc moi c'est bon, et toi t'es pas dedans, mais qu'on n'a pas de critères très, très bien définis, et bah, ça va être difficile d'être inclusif. Alors, il y a une autre grande raison, et là ça va être un peu lourd, mais ça va être autour de la cognition. Alors, si on pense au mindset, on pense pas mal au cerveau, n'est-ce pas? Le mindset est porté par le cerveau. Okay? Donc, il y a un problème avec les comportements, donc il y a forcément un problème avec la commande de ces comportements qui émanerait du cerveau seul. Alors, il y a des modèles, il y a pas mal de modèles qui ont été étayés au XXe siècle sur, en fait, finalement, peut-être la réflexion, la cognition, la prise de décision d'un être humain, ce n'est pas seulement le cerveau. Il y a eu 4 hypothèses de ce type-là, et récemment, on en fait une hypothèse supplémentaire, un amalgame de ces 4 hypothèses, qui s'appelle la cognition 4E. Et qu'est-ce que dit basiquement la cognition 4E? Eh ben, elle s'appuie sur les autres hypothèses pour dire la réflexion, la prise de décision, la cognition, elle ne se fait pas uniquement au niveau du cerveau. On va rajouter d'autres choses. Une première chose qu'on va rajouter, ça va être le corps. Ben ouais, on mange bien, on réfléchit mieux. Si on a faim, on réfléchit un peu moins bien quand même. Il y a eu des études qui ont été faites sur des juges, et les jugements qu'ils rendaient, les durées de sentence qu'ils rendaient, et il s'avérait qu'en fonction de leur faim, ils étaient plus ou moins sévères. Okay? Il y en a qui ont fait aussi des études sur la flore intestinale, et sur le rapport entre la flore intestinale et la cognition, la manière de réfléchir. Il y a aussi le corps, un cerveau, c'est pas juste les stimuli directs, c'est aussi le corps fait office de médiation entre le monde et le cerveau. Et le corps apporte sa propre brique à la cognition. En plus, donc ça c'est l'hypothèse incarnée, le cerveau plus le corps. Autre chose qu'on va rajouter, ça va être le contexte social. Donc là, ça va être l'hypothèse qu'on est situé ou intégré dans une situation donnée. S'il y en a qui sont parents, ou qui ont déjà vu des parents galérer avec leurs petits-enfants surtout, et qui sont fatigués à la fin de la journée. Alors c'est pas seulement de la fatigue physique, parce qu'ils sont amenés à courir derrière, ou à pousser la grosse poussette et trimballer tous les trucs avec les biberons et les recharges, et tout ça, etc. C'est aussi de la charge cognitive, cette fatigue. C'est que l'enfant ne sait pas réfléchir
ne sait pas accomplir toutes les tâches cognitives qu'un adulte sait faire de lui-même. Donc par exemple, vas-y, va brosser tes dents, va dans le bain, mais bien, fais couler de l'eau. Pourquoi tu t'es pas habillé là? Il faut qu'on sorte là, il faut qu'on aille à l'école. T'as de la morve, va te moucher, s'il te plaît. Enfin, toutes ces choses-là qu'on est obligé de lui dire et puis qu'on est obligé aussi de vérifier avant de partir de la maison, bah, c'est une charge que l'on porte, c'est une charge cognitive. Eh bien, c'est quelque chose qu'on fait, nous, on remplit en fait, on vient combler la cognition de l'enfant en tant que parent. Mais aussi au plus large, en tant qu'équipe, enfin membre d'une équipe, autant que dans une organisation, une société, eh bien, tous ces niveaux-là viennent aussi nous aider dans notre cognition. Les normes sociales. Il faut faire ça, il ne faut surtout pas faire ça. Et bien ça fait partie de la cognition. Le fait qu'on nous dit il ne faut pas tuer, bah, ça réduit un petit peu ma décision. Bah oui, je l'aime pas trop, mais je vais peut-être pas te tuer quand même. Toutes ces choses-là nous permettent de raccourcir un petit peu et d'économiser de la réflexion. Les histoires qu'on se raconte autour de la machine à café, ça fait partie d'une cognition distribuée. On arrive à répartir un petit peu la charge sur tout le monde. Autre chose qu'on va rajouter au cerveau, ça va être les actions, et ça va être l'hypothèse énactée. Alors, je vous préviens, c'est encore un petit peu flou pour moi. Une des choses que je retiens de l'hypothèse de l'énaction, c'est que notre perception, en fait, elle n'est pas uniquement de l'extérieur vers l'intérieur. C'est que nous utilisons notre expérience pour percevoir le monde. Alors, je ne sais pas si on arrivera à passer une petite image. Voilà. Alors, vous voyez une image un visage qui tourne, et puis normalement, vous voyez le visage à l'envers, mais en fait, de temps en temps, vous pourrez percevoir que l'image creux à l'envers, en fait, il est à l'endroit. Là, il est à l'endroit, mais là, on pourrait percevoir que le nez quand même sort, sauf le moment où le rebord du visage vient retourner. Ça, c'est parce qu'on utilise le fait que, est-ce que vous avez déjà vu des visages creux renversés? Non, on voit plutôt des visages bombés avec le nez qui sort. Donc, on utilise en fait notre expérience, le fait qu'on a toujours rencontré des visages dans ce sens-là, pour percevoir tous les visages comme ça, généralement. Sauf quand il y a des petites contradictions qui nous empêchent de le faire. Hop, je vais essayer de revenir au diapo. Voilà, super. Ok, on va continuer. Alors, le sense-making, je ne vais pas trop en parler là. On utilise aussi nos outils pour réfléchir. Il y en a qui prennent des notes. Ça fait partie de votre réflexion. Vous externalisez votre mémoire, vous externalisez aussi votre réflexion. Et puis, qui connaît 2 numéros de téléphone par cœur? Ok. Qui connaît 3 numéros de téléphone par cœur? Qui connaît 4 numéros de téléphone par cœur? Super, champion. Il y a une vingtaine d'années, voilà, tout le monde aurait dit, bah oui, j'en connais une dizaine de numéros de téléphone par cœur, mais maintenant qu'on les enregistre très fréquemment dans notre téléphone, eh ben, on ne les retient plus trop. On a externalisé notre cognition à notre téléphone. Vous avez une question, je ne sais plus qui a joué le rôle de machin dans tel film. Ah oui, je ne sais plus. Bon, bah allez, on va sortir le téléphone, on va regarder sur Google. Même les enfants ont intégré ça. Ils disent, tu sais pas. Je dis à mes enfants, je sais pas. Tu peux pas regarder sur ton téléphone, papa? Ouais, bon. Là, on a très vite compris que, en fait, les outils qu'on a autour de nous changent notre façon de faire. Et d'ailleurs, petite aparté, les gens qui disent, non, mais les outils, il ne faut pas qu'ils changent les gens. Donc, on prend la première valeur de l'agilité, les individus, les interactions, plus que les process et les outils. Il ne faut surtout pas que, par exemple, l'outil Jira change la façon de travailler de l'équipe. C'est impossible, si cette hypothèse est vraie, de la cognition étendue, c'est impossible que les outils ne changent pas les gens. Après, la question, c'est est-ce que ce changement est bénéfique ou pas? C'est ça qui se discute. Alors, petite expérience, et c'est là que j'ai besoin d'une première aide, merci beaucoup. C'est toi qui vas être juge de ça. Alors, malheureusement, les personnes à distance ne vont pas pouvoir trop jouer, mais ici, vous pouvez gagner un petit autocollant si vous êtes le plus rapide, là où le plus rapide, à répondre correctement à la question. Et c'est bien Michel, c'est ça? Exactement. Ouais, Michel qui sera juge, si vous avez bien répondu ou pas. OK?
Est-ce qu'on est prêt? 2 fois 3. C'est pas ma spécialité. C'est pas... Il y a autre chose que 6. Bravo. Alors, l'épreuve suivante. Attention. 618. C'était qui en premier? J'entends Alice. Là-bas? Ah bon, c'est la famille là ou non? Alors, attention. Oh, presque, je crois. C'est ça. Attendez. Qui dit mieux? 124, 184? Ah, c'est mieux. 224? Pardon. C'est mieux, là. C'est ça? Oui. 224? Alors, c'est quoi l'astuce? Alors, il y a ça, une astuce. Il y a aussi l'astuce que 15 x 15, c'est 225. Et donc, en fait, 14 x 16, c'est moins 1. C'est de ça, par rapport à ça. Bon, bref. Alors, le dernier. Le dernier. Quoi? Ils sont Vous fatigués n'êtes pas là. très rapide, là. Hein. 3957. C'est correct ou C'est pas? toi qui juges. Hein. Alors là, c'est pas ma compétence. Hein. T'as dit combien? Qui a un téléphone? Ah, on va sortir le téléphone. C'est une très bonne idée. On va externaliser notre cognition à un outil que nous avons à portée de main. J'ai bien envie de te le donner quand même, hein, mais... Vas-y, vas-y. C'est toi qui attribue. Ah, c'est naze. C'était plus Tiens, près de ce vérifier, c'est côté-là. pas ça. T'avais dit 4000 quelque chose, c'est ça? 4927, qui a dit ça? Quelqu'un qui a son téléphone? Oui, oui, mais... C'est de la triche. J'ai pas dit que c'était de la triche. Mais après, c'est Ah. Michel qui est juge, mais bon. Bon, moi je sais pas compter, donc Merci félicitations. beaucoup. Merci beaucoup aux personnes qui ont participé. Alors, du coup, maintenant, si on pense à cette histoire, on revient à cette histoire d'état d'esprit, bah, si nous réfléchissons non seulement avec le cerveau, mais aussi avec le corps, avec nos actions, avec notre environnement social et nos outils, bah, où il est l'état d'esprit? Il est que dans le cerveau. Il peut être n'importe où, en fait. Donc dire, bah, en fait, c'est à toi, individu, en face de moi, de changer ton cerveau, de changer ta façon d'utiliser ton cerveau, ou de changer des connexions neuronales, bah, c'est peut-être pas suffisant. Peut-être que le contexte social n'est pas le bon. Peut-être que les outils sont pas les bons. Peut-être que l'expérience que tu as, des actions qui sont répétées, que tu as acquis une habitude, bah, c'est ça qui est pas bon. Il y a un peu un doute, en fait. Et donc, le problème avec cet état d'esprit, c'est que si la cognition, elle est étendue à toutes ces choses-là, et ben en fait, cette intervention sur l'individu et sur le cerveau de l'individu, ben, on n'est pas sûr que ça a du sens, finalement. Alors, quelques références que je mets direct, parce que c'est un vaste sujet, et je pense que c'est important quand même de revenir. Ces histoires de mindset, c'est Carol Dweck qui a fait quand même pas mal d'études sur le sujet. Et puis qui a essayé d'exhiber cette notion de mindset de croissance, enfin état d'esprit de croissance ou état d'esprit fixe, en se disant que bah, les gens apprennent mieux quand ils ont un état d'esprit de croissance, c'est-à-dire qu'ils pensent, ils croient qu'ils peuvent progresser. L'hypothèse, c'est quelqu'un qui a un état d'esprit fixe pense que en fait, ça ne sert à rien d'apprendre, de toute façon la personne est nulle et restera toujours nulle. Et donc, Carol Dweck a essayé de faire des interventions dans les lycées, dans les collèges aux États-Unis, principalement, pour voir s'il y a certaines interventions, on pourrait faire changer le mindset de certains écoliers et écolières pour faire gagner en résultats. Eh bien, le problème, c'est que les résultats ont souvent été très mitigés. Oui, il y a eu quelques améliorations, des cas d'amélioration. Il y a eu des cas où il ne s'est rien passé. Mais malheureusement, il y a aussi des cas où ça a régressé. Ça fait chuter les notes.
Donc ça, je pense que ça pose problème quand même pour ces techniques-là. Et puis, de manière plus générale, il y a eu des études qui ont mis un peu le doute sur cette notion d'état d'esprit et d'intervention surtout au niveau de l'état d'esprit. Sur la cognition 4E, il y a pas mal de références différentes. Je communiquerai les diapos aussi sur les réseaux sociaux, hein. Mais n'hésitez pas si vous voulez à prendre des photos. Donc ça, il y a pas mal de références. Je vous donne un échantillon. Maurice Merleau-Ponty, qui est un philosophe épris de phénoménologie. James Gibson, qui s'est appuyé notamment sur les réflexions de Maurice Merleau-Ponty, mais aussi de William James, mais pour essayer de les scientificiser. C'était plus Merleau-Ponty, c'était des réflexions, c'était des petits jeux d'esprit, des petites histoires, mais avec de l'observation. Et James Gibson, il a essayé de rendre ça plus scientifique, de voir qu'est-ce qu'on peut en tirer, est-ce qu'il y a des expériences qu'on peut faire pour vérifier si ce que disait Merleau-Ponty, c'était vrai ou pas. Et donc lui, on va le voir, Gibson un peu plus loin, Carl Weick sur les travaux sur le sense-making, Anthony Chemero qui continue pas mal les choses de Gibson, le manuel Oxford de la cognition 4E qui a pas mal de références sur tout ça, et puis Andy Clark, qui est un philosophe, mais qui est un très bon vulgarisateur, je trouve, de toutes ces notions-là. Et il s'appuie, c'est un philosophe, mais il s'appuie sur des résultats scientifiques pour ces réflexions. Alors, autre chose. En parlant de Gibson, eh bien, pourquoi l'état d'esprit, c'est peut-être pas le bon? C'est un problème d'affordance. Alors, l'affordance, c'est quoi? Une définition, alors ça c'est une citation tirée d'un livre de Gibson, c'est les affordances de l'environnement sont ce que l'environnement offre à l'animal, humain ou autre, ce qui fournit, pour le meilleur ou pour le pire, cela implique une complémentarité entre l'animal et l'environnement. En fait, l'affordance, un exemple, c'est le poignet de porte. Une poignée de porte pour un être humain, ça afforde le fait de mettre sa main dessus, de tourner. Alors ça dépend de la poignée de porte. Si c'est une poignée comme celle qu'il y a dans cette salle, avec une petite branche, hop, on met la main de cette façon. Aux États-Unis, c'est plus fréquent de voir des poignées de porte qui sont des boules, et donc il faut les tourner un peu différemment. Mais on est habitué à les voir, il y a une affordance, quand on grandit, il y a une affordance qui est créée, et on sait très bien manier une porte. Si on voit un truc qui ressemble à une porte, on se dit, si je veux sortir, c'est plutôt par là qu'il faut aller, plutôt que le truc qui ressemble à un mur. Mais c'est vraiment un lien entre la personne qui agit et l'environnement. Alors ça peut être entre deux personnes, donc je vais demander aussi à Michel, si tu veux bien venir. Tu peux te mettre juste 2 secondes sur l'estrade. Bonjour. Ça va? Ouais. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as tendu la main? Parce que j'ai l'habitude de serrer la main aux gens qui me tendent la main. Voilà, c'est ça. Il y a une affordance qui a été créée parce que j'ai tendu la main. Et si je fais comme ça? Ah, c'était plus lent. Et si je fais comme ça? Aussi. Ouais. T'as des enfants, chacun hein? ses affordances. Chacun ses affordances. Merci beaucoup, Michel. Merci. Voilà, donc ça peut être entre deux personnes. Oui, bravo. Ça peut être entre deux personnes. Il y a une question ou une remarque? Le mot affordance, tu ne l'utilises pas dans le sens anglais du terme, alors. Ah si, alors le mot affordance, je l'utilise dans le sens anglais du terme. Alors en fait, Gibson était américain, et c'est lui qui a pris le mot affordance en anglais et qui lui a donné ce sens. Donc avant Gibson, affordance, ça ne voulait pas dire ça. Afforder en anglais, ça veut dire j'ai les moyens de me payer la chose. Mais maintenant, ça a ce sens. En anglais, affordance, ça a ce sens-là, et même le terme a été emprunté en français avec seulement ce sens de l'environnement qui suggère des actions. Ok? Donc, alors, l'affordance, voilà, c'est une capacité d'un objet, mais c'est plutôt une relation aussi entre un agent et son environnement ou un autre agent. Alors, les affordances sont contextuelles. C'est-à-dire qu'un humain avec une poignée de porte, voilà, ça matche très bien. Un chat avec une poignée de porte, alors il y en a qui arrivent, des chats qui arrivent à ouvrir des poignées de porte, ouais, ok. Mais pas quand c'est des boules, ouais, ok. Est-ce qu'un chat aime bien se prélasser sur une table à manger ou sur une table basse? Ouais. Est-ce que vous aimez bien vous prélasser sur une table basse?
Non. Il n'y a pas tout à fait les mêmes affordances selon qui est l'agent, en fait. Mais ça change aussi entre les âges, la culture, les ressources qui sont à disposition, les habitudes, les récits aussi. On revient au contexte culturel. Ben, ce que l'on dit, qu'en dira-t-on, ben, ça crée des anti-affordances. Si je fais ça, les gens vont mal me percevoir. Ben, du coup, je ne vais pas le faire. Alors que dans d'autres sociétés, peut-être qu'il n'y a pas ces a priori-là. Et puis les informations qu'on a en entrée, ça change un petit peu les affordances. Alors quelques autres références. Grande référence, c'est la conception des choses, des objets du quotidien de Don Norman, une référence en UX, design. Est-ce que vous aimeriez bien servir le thé avec ce genre de théière? C'est un mindset qu'il faut avoir pour bien servir le thé sans se brûler. Ou alors c'est un mindset à avoir, c'est que vous aimez bien vous brûler. Ok, et puis je vais te demander aussi, Michel, il y a des livres d'enfants que j'aime bien. Hop, si tu veux bien les faire passer, s'il te plaît. Donc, il y a ces livres. Le livre qui ne voulait pas être lu, c'est des livres vraiment fantastiques où en fait à chaque page il y a des exemples, enfin des contre-exemples de UX design. C'est les textes qui sont une ligne très grosse et une ligne très petite, ou alors une ligne à l'endroit, une ligne à l'envers, ou le texte qui est en spirale, il y a plein des lettres qui disparaissent. Il y a plein d'anti-affordances en fait dans ce livre que je trouve vraiment très marrant. Mais la question qu'on peut se poser, c'est finalement qu'est-ce que l'agilité afforde? Si j'ai posé un daily avec des consignes et qu'en fait il y arrivait quelque chose et que ce résultat pour moi n'était pas bon, en fait c'était quoi qui n'était pas bon? C'est le mindset des gens ou c'est les affordances qui ont été créées par les consignes? Encore une fois, je reviens à l'outil. Est-ce que l'outil était bon? Est-ce qu'il a été bien transmis? Voilà. Tout ça, c'est très contextuel aussi. Et puis, est-ce que le contexte afforde l'agilité? Est-ce que finalement, le contexte dans lequel je suis s'y prête bien à l'agilité? Peut-être qu'il faut que je change le contexte avant d'essayer de changer les gens. Pour conclure cette partie-là, un petit mur de texte, mais je voudrais vous focaliser sur un truc, sur un morceau de cette citation d'Albert Moukébert, qui est un chercheur en neurosciences, et merci beaucoup Vanessa de m'avoir donné la référence. Excellent podcast de France Culture d'ailleurs aussi, où il n'y a pas que lui qui intervient. Mais il dit cette phrase où il dit le biais le plus important de votre cognition, c'est le biais fondamental d'attribution qui joue sur la mauvaise foi envers les autres et la bonne foi envers soi-même. Et je trouve que c'est potentiellement assez représentatif de cette réflexion de « Ah, je vois une agilité vide de sens », c'est votre mindset qui n'est pas le bon. C'est tout de suite un biais d'attribution. Alors, on va passer... Alors, c'est quoi? Si ce n'est pas le mindset, c'est quoi? Bon, on va revenir aux affordances. C'est que peut-être qu'il n'y a pas les bonnes affordances. Un exemple encore... c'est le vrac. Voilà, le vrac. Est-ce qu'il y en a qui font du vrac, qui achètent en vrac, okay? Et est-ce que il y a deux types de vrac, je dirais. Il y a le type où tu arrives avec tes contenants, et il y a le type où en fait où ils ont déjà des contenants, ils remplissent pour vous limite à l'avance, et tu n'as pas trop besoin de réfléchir en venant. Ok? Moi, j'ai détesté le vrac où il faut apporter ses contenants, il faut réfléchir. Je ne sais pas pourquoi. Il y en a qui y arrivent super bien. Moi, j'y arrive pas. Il n'y a pas l'affordance qu'il faut pour moi. Par contre, j'ai super adoré le vrac où, en fait, soit tu commandes à l'avance, soit tu viens sur place, ils te mettent les choses dans les contenants, parce qu'ils en ont, et les contenants sont consignés. Pardon. Donc, effectivement, quelqu'un m'a dit, oui, mais en fait, la prochaine fois, tu viendras avec tes contenants. C'est pareil. Sauf que je ne sais pas pourquoi, c'est pas pareil pour moi. Je ne sais pas comment l'expliquer. Alors, un autre truc qui est peut-être manquant dans les situations d'agilité vide de sens, ça va être la connaissance tacite. Alors, la connaissance tacite, qu'est-ce que c'est que ce truc? Nous avons la connaissance qui se divise en à peu près deux catégories, la connaissance explicite et la connaissance tacite. La connaissance explicite, généralement, on la connaît super bien, enfin, on a conscience pas mal, parce que c'est toute la connaissance qu'on arrive à verbaliser, qu'on arrive à écrire.
C'est un peu la face émergée de l'iceberg. La connaissance tacite, c'est à contrario, à la fois tout ce qui est très difficile à verbaliser, voire impossible, ou alors ce qui n'est pas très efficace sous forme verbalisée. Et le grand exemple que je prends, c'est est-ce que pour apprendre à un enfant ou même un adulte qui ne sait pas faire du vélo, à faire du vélo, est-ce que vous lui mettez le manuel de 300 pages avec tous les diagrammes, avec les calculs, les formules physiques de voilà la dynamique du vélo, voilà ce qu'il faut faire, il faut mettre les pieds sur la pédale à tel moment, il faut mettre son corps comme ça, et que si tu commences à tomber, il faut ajuster ton corps. Il y en a qui font ça, ils lisent le manuel, et puis la première fois ils font du vélo. Peu probable, peu probable. Cette sensation d'équilibre sur le vélo et le maintien de l'équilibre sur le vélo, c'est quelque chose qui est fondamentalement tacite, c'est quelque chose qu'il faut vivre. Alors du coup, la connaissance qu'on aura plutôt pour aider à faire du vélo, c'est pas tellement la connaissance tacite qu'on va essayer de transmettre, mais c'est plutôt de la connaissance sur comment faire pour gagner cette connaissance tacite. On va dire au gamin, vas-y, je vais te tenir, même limite on enlève les pédales, et tu pousses avec tes pieds pour essayer de commencer à trouver cette sensation d'équilibre dans une situation un peu stable. Tu peux toujours mettre les deux pieds par terre et t'arrêter. À un moment, peut-être qu'on va pousser l'enfant, voir s'il arrive à pédaler, à prendre le truc, et dès qu'on sent que l'enfant n'a plus besoin de nous pour maintenir l'équilibre, on lâche. Et des fois, un moment de tristesse de l'enfant, « Mais non, mais pourquoi tu m'as lâché, tu m'as promis !» »« Mais c'est bon, tu allais bien, t'inquiète. » Donc, concept de la connaissance tacite au XXe siècle, émis par Michael Polanyi. Alors, pardon, oui ? Oui. Est-ce que, par exemple, en psychomoyenne, en fait, dans les familles, parfois, pour les enfants, le fait, en fait, par exemple, quand on veut qu'un enfant sorte d'une pièce parce que les adultes sont en train de parler, un simple regard. Ah, pardon, oui. Juste pour revenir sur la définition de connaissance tacite, oui. Si on prend dans certains pays, notamment en Afrique, quand les adultes sont en discussion, un simple regard en fait du parent ou d'un adulte en fait envoie comme message à l'enfant sors de là. On est dans une discussion d'adultes. Est-ce que cette partie-là qui n'a jamais été communiquée à l'enfant, mais juste le simple regard, est-ce que c'est une connaissance tacite? Puisque c'est culturel du coup là. Oui, moi je dirais que ça a une composante majoritairement tacite, parce que quelqu'un d'autre qui n'est pas de cette culture, qui voit le geste, peut-être ne va pas interpréter ce geste de la même manière. Il y a potentiellement, et là je ne suis pas complètement sûr de ce que je dis, mais il y a potentiellement une composante explicite qui est juste le geste. Le geste peut être la composante explicite, mais elle est très faible par rapport à toute la composante tacite qui est ce qu'il faut faire derrière, la consigne qu'il faut faire derrière. Exactement. En fait, là, le truc, c'est que les personnes extérieures à la famille ne peuvent pas comprendre. Les personnes extérieures à la famille ne comprennent pas toujours ce geste de cette manière, oui, tout à fait. Oui. Donc il y a une composante culturelle et probablement tacite là-dedans, je pense. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui savent faire de la musique ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien servir de cobaye avec moi sur scène pour faire un petit peu de musique? Ah, c'est super, si tu... Ok. Donc, j'ai l'instrument qu'il faut. Hein. Pas besoin, tu peux venir main dans les poches. J'ai la partition aussi. Est-ce que tu veux bien jouer cette musique, s'il te plaît? Alors, tu me rappelles les... Bah, c'est écrit. Ça, je sais le lire, mais le problème, c'est que c'est sur un ukulélé, donc je ne me rappelle pas des... Tu sais pas quelles sont les notes qui sont sur les cordes du ukulélé. Ouais, ça pose un petit peu problème. Ouais. Pour jouer... Pourtant, la partition, elle est hyper explicite. D'ailleurs, c'est même marqué sur quelle case il faut mettre le doigt. Oui, c'est vrai. Mais après, il faut savoir. Il faut savoir que c'est ça qui est en train d'être dit. Ouais. Tu vois le petit diagramme là, en dessous du C. Ouais. Oui. Donc tu vois 3 cordes vides, et puis si tu mets ton index sur la 3e case, voilà, et là tu fais toutes les cordes. Vas-y, essaye. Toutes les cordes. Ouais. Voilà. Alors normalement, quand elle est accordée, ça fait un Do. Voilà. Ok. T'as plus qu'un Do là quand même. Bah, c'est un accord de Do. T'as un Do, un Mi, un Sol. Voilà. Super. Merci beaucoup. Bah, merci. Tu peux te rasseoir. Cette forme de connaissance qui est quand même assez explicite. Il y a
pas seulement l'accord, mais aussi comment le jouer sur un ukulélé. Mais ça s'appuie quand même sur beaucoup de connaissances tacites, c'est-à-dire quelles sont les notes des cordes, qu'est-ce qu'il faut faire avec, est-ce qu'il faut mettre la guitare comme ça, ou dans ce sens-là. Tout ça, c'est des connaissances qu'on n'écrit pas tellement, et ça n'a pas trop de sens de les écrire non plus. Ça s'apprend avec un professeur. Et on peut se réfléchir à... il y a des règles, c'est toute connaissance explicite s'appuie forcément sur des connaissances tacites. Je veux dire, je vous dis un mot, la définition que vous en avez du mot, vous ne vous référez pas systématiquement au dictionnaire pour le comprendre, c'est que cette définition est intériorisée. Et des fois, vous comprenez un mot, mais vous ne savez pas forcément le définir. C'est souvent normal, c'est parce que vous en avez une connaissance tacite en fait, du mot. Ça ne veut pas dire que vous ne connaissez pas le mot, c'est juste que vous ne savez pas expliciter votre connaissance du mot. Et les connaissances tacites se transmettent difficilement. Donc, c'est très bien de documenter les choses, par écrit, avec des vidéos, etc. Mais il n'y a qu'une petite partie des choses que vous pouvez documenter, qui sont documentables. Donc, choisissez bien le temps que vous investissez à documenter les choses. Mais par rapport à l'agilité, on ne va pas faire ça, il manque du temps. Bon, qu'est-ce qu'on a comme connaissance, comme moyen de transmettre des connaissances dans l'agilité? Sur l'explicite, on a le manifeste, on a le Scrum Guide, on a aussi des IA, ChatGPT qui nous explique l'agilité, c'est merveilleux. Okay, mais ChatGPT et les IA sont entraînés uniquement sur la connaissance explicite. Où sont les sources de connaissances tacites sur l'agilité? Comment est-ce qu'on transmet tous ces petits gestes, toutes ces petites choses qui vont finalement apporter le sens de la pratique, apporter ces petites choses genre, oui, mais c'est pas juste aller dans le bain, c'est aussi faire couler l'eau. J'ai pas envie d'avoir à l'expliquer à chaque fois. J'aimerais bien que vous compreniez que c'est comme ça qu'il faut faire. Donc je pense qu'on peut réfléchir aussi quelle est la part tacite en fait de l'agilité et comment est-ce qu'on peut faire pour la transmettre. Alors dernière chose, l'agilité, ce n'est pas applicable à tous les contextes. C'est super, mais le cycle en V a sa place, le Lean aussi. Et puis les urgences, s'il y a le feu là maintenant, on fait un backlog, on fait du planning poker s'il y a le feu là. Donc il y a des circonstances où aucune de ces méthodes sont appropriées. Et pour ça, je vous réfère au framework Knevin. S'il y a des gens qui ont déjà vu des talks de ma part, vous savez que j'en suis fan. Alors, si on veut vraiment avoir l'agilité qui est transmise, qui a du sens, qui est bien vécue, qui n'est pas vide de sens, en fait, quelque part, il faut aussi apprendre comment l'humain fonctionne. Si on veut faire de l'agilité pour les humains, il faut déjà comprendre aussi comment les humains fonctionnent et arrêter de leur faire des choses qu'ils ne sont pas capables de faire. Et là-dessus, je vous recommande une conférence demain de Vanessa, qui est vraiment pas mal. Tu me rappelles le titre, s'il te plaît? Comment votre cerveau vous empêche d'être agile. Je vous recommande vivement parce que ça pourra détailler un peu plus des résultats issus des neurosciences, mais pas que, sur tout ça. Donc il y a plein de choses qu'on connaît en fait sur le fonctionnement de l'humain et il faut le prendre en compte en fait. Et surtout, adapter l'agilité à l'humain et pas l'inverse. Et c'est ça qui est problématique avec l'état d'esprit, c'est qu'on dit, au lieu de dire c'est vous le problème, c'est l'humain le problème, il faut peut-être plutôt dire c'est l'agilité le problème. Il faut peut-être adapter l'agilité. Pour conclure cette partie-là, une autre citation d'Albert Muckebert qui dit « Ça fait 20 ans que je bosse sur les biais cognitifs, j'ai autant de biais que vous. C'est pas possible d'avoir moins de biais cognitifs, c'est pour ça que l'approche pour essayer de gérer tout ça au niveau de l'individu ne marche pas. Savoir ne suffit pas. Il faut aussi d'autres garde-fous. » Et moi, la réflexion, enfin la question que j'aimerais vous poser, c'est quoi ces autres garde-fous et aussi qui ne sont pas au niveau de l'individu. Quelles sont les choses qu'on peut mettre en place au niveau du collectif? Et des collectifs qu'on a, ils sont là. Hein. Ils sont ici à Ingenieur, ils sont avec le PIAF, ils sont avec les conférences, ils sont avec les sponsors aussi, qu'on remercie, les équipes d'organisation, qui font que cette communauté, un certain collectif peut vivre. Et donc, je vous exhorte à utiliser ce collectif-là pour essayer des choses, pour dialoguer, pour challenger, pour trouver des choses qui sont plus adaptées à l'humain, en fait. Alors, pour terminer rapidement, qu'est-ce que l'agilité, finalement, si ce n'est pas un mindset?
comment est-ce qu'on peut définir l'agilité? Alors, je ne vais pas vous donner de réponse. Il y en a, je pense, qui sont là, en se disant pendant tout le truc, mais c'est bon, William, je sais que c'est pas un mindset, j'ai la réponse. L'agilité, c'est une culture. Et non. Malheureusement, cette définition-là de l'agilité, en étant une culture, ben, en fait, ça pose à peu près les mêmes problèmes que le mindset, mais ça en pose d'autres. Alors, je prends une illustration d'un livre pour enfants. Les livres pour enfants, ça m'apprend plein de choses. C'est un truc de fou. Et ça vient des fois, on n'y pense pas, mais... Donc ce livre, ce premier tome de Princesse Henriette, donc Princesse Henriette, on comprend très vite que c'est pas une princesse comme les autres. Elle veut combattre des dragons, et sa maman lui dit, mais non, il faudrait faire comme les autres princesses. Puis il dit, mais maman, c'est juste un tout petit dragon, hein, quand même, ça va. Et sa maman lui dit, mais non, mais c'est trop dangereux, ma chérie, les princesses ne combattent pas les dragons. Et là, Princesse Henriette, elle rétorque, mais je suis une princesse, je combats les dragons. Qui c'est qui fait ces règles? Si les agilistes font des choses, ben, ça fait partie de la culture. Et pour le meilleur ou pour le pire. La culture, elle émerge de ce qui se passe. On ne peut pas définir l'agilité comme étant une culture, parce qu'en fait, la culture, ça vient après l'agilité. Et la culture, on en a, par exemple, en France, on a une très forte culture culinaire, où on a du bon et du mauvais. On a des très bonnes choses locales. Là. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ce truc-là? Le Scofa, vous aimez bien? C'est super. Hein, les tacos français, vous aimez bien? Un petit peu de temps en temps quand même. Et c'est français. Vous montrez ces tacos-là à des Mexicains et ils vous disent « mais c'est quoi ce truc-là » Ok. La gastronomie, la culture, parfois on dit « ah, c'est la culture agile qu'on va installer ». Sous-entendu, le bon. On veut que le Scofa. Bah oui, mais dans la culture agile, il faut admettre qu'il y a aussi des tacos. Et donc, si vous installez la culture agile, vous allez avoir un peu des deux. Et c'est très bien. Ça fait partie du jeu. Mais définir l'agilité comme étant ça, est-ce que ça pose pas un petit peu problème? Je pense. Alors, quels sont les échappatoires? Je ne vais pas en choisir une, je vais donner un petit éventail, et puis je vous laisse la réflexion là-dessus. Eh bien, une piste, ce serait de dire que l'agilité, c'est une capacité. C'est un peu, je pense, ce que Olivier Mie a voulu dire tout à l'heure, dans sa keynote. Auquel cas, il faudrait qu'on définisse un petit peu plus un test. Comment est-ce qu'on sait qu'une équipe, une organisation a cette capacité-là? Vaste question. Est-ce que c'est un ensemble de méthodes qui sont adaptées à un contexte particulier? Donc, avant, dans certains livres qui prônaient le fait que l'agilité c'était un mindset, la deuxième édition il y avait ça, et la première édition il y avait adaptation au contexte. Le fait de s'adapter à un contexte changeant. Donc, est-ce que c'est peut-être pas ça? Oui? Une question ou une remarque? J'y pensais tout à l'heure, mais ceux qui ont dit que l'agilité est un mindset, c'est parce que j'y pensais depuis tout à l'heure. Ceux qui ont dit que l'agilité est un mindset, toi, d'autres, c'était parce qu'ils voulaient peut-être se débarrasser d'une définition sur l'agilité qui était justement que l'agilité n'était pas une méthode. Et donc là, on boucle. Oui, mais je pense que c'est pour ça que j'apporte cette notion de connaissance tacite, parce qu'en fait, je pense qu'on a réduit la méthode à sa description explicite. Alors qu'une méthode, à mon avis, c'est bien plus que ça. Si on va voir des artisans, et ils disent, voilà comment on fait un meuble, voilà comment... C'est pas juste une description de la méthode, c'est aussi toute l'expérience, tout l'artisanat, toute la transmission de génération en génération qui compose la méthode. L'expérience fait partie de la méthode pour moi. Donc, si on dit que l'agilité, en fait, c'est toutes les méthodes qui sont adaptées à un contexte particulier, définissons ce contexte. Par exemple, c'est quand il y a des contextes changeants. Et puis après, tout ce qui rentre, toute méthode qui est appropriée à ce contexte-là, c'est agile. Et ce qui ne rentre pas, c'est pas agile. Mais ça ne veut pas dire que c'est moins bien, c'est juste que ce n'est pas adapté à ce contexte-là. D'autres pistes, c'est de s'appuyer sur des heuristiques. Donc ça, je fais référence un petit peu à Art of Agile d'Alistair Coburn. Avec ces 4 mots-clés, il essaie de résumer l'agilité à 4 mots-clés. Et pour moi, je vois bien ça comme des heuristiques, en fait, à appliquer. Et l'agilité, c'est toute méthode qui applique ces heuristiques-là. Et puis, une autre piste, c'est de dire que, en fait,
la méthode un peu du dictionnaire. L'agilité, c'est ce que les gens disent que c'est l'agilité. Donc je reviens à ce mot gosse. Gosse, ça veut dire quoi? Dans un endroit, ça veut dire les enfants. Et dans un autre endroit, ça veut dire autre chose, le truc qui fait des enfants. Et donc c'est plutôt, voilà, c'est une définition qui est descriptive et qui se fait par construction sociale. En conclusion, je vous propose de ne plus voir l'agilité comme un mindset ou une culture, de ne plus vous appuyer sur ça comme définition, et d'essayer d'explorer d'autres pistes pour voir si on peut trouver une meilleure définition. Voilà. Une définition, il faudrait qu'on essaie peut-être de la reconstruire ensemble. J'entends des bribes aussi, des propositions, et je trouve ça super intéressant. Je vous encourage à citer vos sources. Si vous vous dites « l'agilité, c'est vous, c'est Alistair Cockburn, c'est machin, c'est un tel, c'est une telle », pour qu'on puisse essayer de débattre et d'échanger sur des choses, essayez de ne pas masquer les personnes que vous citez. Et comme ça, on va pouvoir voir la filature, en fait, de toute la parenté des idées. C'est pas juste pour faire des fleurs aux gens, hein. C'est aussi que c'est hyper important, par exemple, dans le monde de la recherche, c'est obligatoire. Parce que sinon, on n'arrive pas à remonter le fil des idées. On n'arrive pas à débattre de quoi que ce soit, parce qu'en fait, on ne sait pas comment parler des choses. Donc, citez vos sources, c'est hyper important. Et puis, je vous encourage d'autant plus dans une conférence à être exigeant et exigeante envers les speakers et speakers. C'est pas parce que je suis là que je connais forcément plus que vous. C'est pas parce que je suis là que tout d'un coup, je dis la vérité. Donc, encourager l'esprit critique, beaucoup trop de fois, j'entends, je recommande ça les yeux fermés. Je vous invite à recommander les choses les yeux ouverts. Merci. Non, ça c'est... Merci beaucoup. Et